Nous sommes le 4 septembre 1993 à La Roche-Bernard. Le ketch L'Ami, avec à son bord son propriétaire et 3 équipiers, appareille pour une belle virée à travers l'Atlantique. Cap sur les Antilles. Le moral est excellent et le bateau est fin prêt pour affronter une traversée qui doit les mener vers Madère et les Canaries, où la femme du skipper rejoindra le bord pour prendre la route des Alizés. Aujourd'hui, c'est leur histoire que je vais vous conter. L'histoire d'un voyage de rêve devenu un cauchemar. Marc le skipper a déjà effectué cette traversée quelques années plus tôt sur le bateau d'un ami. À 64 ans, Marc en a vu dur et n'a rien d'un débutant. À bord de son ketch de 13 mètres qu'il possède depuis 14 ans, Marc a effectué de nombreuses croisières en Méditerranée. L'ami est remarquablement équipé et parfaitement entretenu. Le poste de bar est protégé par un abri enveloppant équipé de larges hublots. Foc et grands voiles ont été montés sur enrouleur et le bateau est équipé d'un radar récent, d'un GPS et d'un désalinisateur. En outre, les coffres sont pleins d'une quantité considérable de matériel de dépannage. Pendant les 3 mois qui précèdent l'appareillage, le skipper a vérifié, contrôlé et changé toutes les pièces qui paraissaient défectueuses. Le moteur de 80 chevaux compte à peine 300 heures de fonctionnement. Tout semble paré quand les équipiers recrutés par petites annonces embarquent une quinzaine de jours avant le départ. Il s'agit d'un couple d'une vingtaine d'années, peu expérimenté, et d'un homme dans la quarantaine qui a déjà quelques croisières à son actif. Ensemble, ils mettent la dernière main à la préparation et à l'avitaillement du bateau. Le skipper a mis l'accent sur la qualité des produits embarqués. 30 kg de viande occupent le congélateur pour la première partie du voyage. Et les fonds du bateau renferment une cave de vin et champagne digne d'un très bon restaurant. L'ami quitte la Vilaine et met cap sur Eudic, ultime escale avant la traversée du golfe de Gascogne. Au matin du 5 septembre, quand le moteur est remis en route, le démarreur fait un bruit inquiétant. Décision est prise de rallier la Trinité pour le réparer avant de prendre le large. Arrivé dans le chenal, c'est le GPS qui tombe en panne. Après 2 jours d'escale, le GPS est changé, le démarreur est remonté. C'était un relais défectueux qui a été changé et tout est rentré dans l'ordre. L'ami reprend la mer dans l'après-midi du 6 septembre pour relâcher à Belle-Île au Palais. Les conditions météo ne sont pas très bonnes. Un coup de vent est annoncé pour la nuit et une dépression située au sud Gascogne se déplace vers le nord. Le skipper décide de rester sagement à Belle-Île pour laisser passer la dépression. C'est au matin du 9 septembre que l'ami reprend la mer, progressant vaillamment dans une houle résiduelle d'ouest, mettant à mal les estomacs de l'équipage. La météo annonçant des vents d'ouest-sud-ouest et ayant 2 malades à bord, la décision fut prise de partir sur Groix au portant pour qu'ils puissent reprendre leurs esprits. Après avoir vérifié la météo au bureau du port, au terme d'une courte escale, les amarres sont larguées. Le bateau reprend sa route à 5 nœuds 5, cap sud-ouest, avec un vent de 4 à 5 Beaufort. Les premières heures de navigation sont acceptables. À bord, la vie s'organise entre les quarts et les repas. Le vendredi 10 septembre au matin, la météo annonce des vents d'ouest à sud-ouest faibles à modérés. En fait, la nuit, le vent faiblit régulièrement et au matin du samedi, l'ami se retrouve encalminé à la latitude de la Gironde. Le moteur est démarré et le bateau file à 6 nœuds dans l'ouest-sud-ouest pour se dégager du plateau continental. La météo de 10 heures est inquiétante. Elle annonce un vent de force 9 à 10 de secteur sud-ouest pour le lendemain. L'ami se trouve à 48 heures de tout abri. Il est impossible d'échapper à la tempête qui approche. Le skipper espère ne pas avoir à la subir trop longtemps, mais il a confiance en son bateau avec lequel il a déjà affronté de grosses mers. À mesure de la progression du bateau, le baromètre baisse. Le dimanche à 8 heures du matin, il est descendu à 980 hectopascales. Quand le vent forcit brutalement, il s'établit en quelques heures 9 à 10 Beaufort. Toutes les voiles sont amenées et roulées. Sous tourmentin sol, l'ami est mis en fuite au grand large, cap au nord-nord-ouest pour parer la côte. En fin de matinée, le baromètre continue de chuter. Le vent souffle désormais à force 12. La mer est grosse et les vagues commencent à déferler.
À bord de l'Ami, le skipper et les équipiers qui sont à nouveau touchés par le mal de mer restent blottis à l'intérieur. Le spectacle d'une mer de plus en plus blanche est à la fois effrayante et fascinante. Une véritable ambiance de fin du monde. Les vagues déferlent à bord et frappent violemment les structures du bateau. Les hublots suintent, l'eau s'infiltre de toutes parts. Il devient impossible de se cuire un repas chaud. Dans le vacarme du bateau en pleine tempête, on distingue le grognement des pompes à déclenchement automatique qui évacuent l'eau embarquée dans les fûts. Vers 15 h ce dimanche, les vagues atteignent 15 à 18 mètres de haut. Elles viennent de 3/4 arrière et s'abattent sur le bateau avec un bruit terrible. Elles le soulèvent, l'inclinent et noient son pont d'une mousse blanche saturée d'eau de mer. Une fois la déferlante passée, l'Ami se retrouve au creux de la vague, dans une eau blanche émulsionnée, dont l'écume va se concentrer sur la crête de la vague suivante avant de s'écrouler à nouveau sur elle. Le bateau bouchonne très bien, mais la coque vibre à chaque coup porté par les vagues avec un bruit énorme. Dans ces conditions très dures, il est impossible de maintenir le tourmentin convenablement établi. Celui-ci faceille sans cesse, d'éventé par les énormes vagues. Les uns après les autres, les mousquetons sont arrachés. Et pour finir, l'écoute se prend dans le winch de Driss fixé sur le mât et arrache la poupée. Face à ce déchaînement des éléments et pour parer à toute éventualité, le skipper arrime la survie dans le cockpit avec 2 jerrycans d'eau et un sac de survie. Chacun évite de songer à l'abandon du navire dans de telles conditions. En effet, un canot jeté à la mer sera difficilement accessible et ne manquerait pas de se retourner. À 16 h, l'ancre qui a largué son bout d'arrimage sur le pont bat sous la coque au bout de quelques mètres de chaîne. Le skipper tente de rejoindre l'avant du bateau en rampant sur le pont. Submergé 2 fois par une déferlante, l'homme sent qu'il flotte quelques instants entre 2 eaux avant de reprendre sa progression vers l'avant. Arrivé à l'avant du ketch, il remonte la chaîne centimètre par centimètre, puis l'ancre qu'il amarre solidement sur le pont. De retour dans le carré, il constate que l'alternateur ne fonctionne plus. Il n'a pas résisté aux entrées d'eau dans la cale moteur. Cela signifie que bientôt les pompes de cale vont cesser de fonctionner et qu'il va falloir pomper avec la pompe manuelle qui se trouve à l'extérieur dans le cockpit, exposée au froid et aux déferlantes. Heureusement, 2 panneaux solaires de 30 watts rechargent en permanence une batterie réservée à la radio et au GPS. Grâce à cette précaution, le skipper connaît sa position en permanence et garde la possibilité de communiquer avec l'extérieur. L'équipage se relaie dans le cockpit pour vider les fonds. La mer est devenue totalement blanche. Les embruns cinglent à l'horizontale. Il devient impossible de respirer face au vent. Les déferlantes s'abattent régulièrement sur le bateau, remplissant le cockpit. Après 90 000 parcourus vers le nord, en fuite sous tourmentin, qui bat maintenant en bordure libre, le bateau approche rapidement des côtes du Finistère au risque de s'y fracasser dans la nuit. Pour ralentir le bateau, le skipper affale le tourmentin. Dans la manœuvre, la voile lui est arrachée des mains et passe par-dessus bord. L'Ami, sans tourmentin, abat de 20 degrés sur son cap, la barre toujours attachée à contre. Pour tenter de limiter les entrées d'eau dans le cockpit, qui alourdissent dangereusement le bateau, des planchers et des couchettes sont disposés de chaque côté du cockpit pour rehausser les îloirs. Chaque déferlante importante ébranle l'ensemble et il faut sortir pour reprendre les amarrages. Cependant, la protection s'avère efficace. La nuit du dimanche au lundi est interminable. Chaque déferlante oblige à sortir pour reprendre l'amarrage des planchers et des matelas disposés pour protéger le cockpit. Le lundi 13, le jour s'est à peine levé quand soudain, le bateau, dans un bruit terrible, se retrouve brutalement plongé dans le noir, totalement submergé. L'Ami ne s'est pas retourné, mais a fait un demi-tour à 180 degrés. Se précipitant à l'extérieur, le skipper comprend immédiatement, en voyant la barre à roues complètement molle, que le safran a été arraché. Reparti en sens inverse sans fuite, l'Ami file plutôt mieux sur son nouveau cap. Quand, dans la matinée, une vague explose sur le hublot tribord de l'abri de cockpit. Le verre vole en éclats sous la pression de la vague. Aussitôt, le trou béant est aveuglé grâce à un plancher de cuisine solidement amarré à l'extérieur. Plus tard dans la journée, une déferlante arrache le capot de pont du carré. Récupéré par miracle, il est remis en place et fixé par des bouts. Le voilier file sur un cap exactement inverse à celui qu'il a mené toute la journée et la nuit de la veille. La tempête semble ne jamais devoir cesser. À bord, entre les mouvements du bateau, le manque de sommeil, le relais à la pompe, les différentes interventions,
L'épuisement gagne l'équipage. Le bulletin météo annonce une accalmie dans la matinée du lendemain. Le vent va mollir force 8, puis se renforcer à 10 Beaufort. Ils espèrent mettre à profit les quelques heures de temps plus maniables pour bricoler un gouvernail de fortune avec le tangon et les planchers. Vers 2h30 du matin, le vent faiblit un peu et le matériel nécessaire à sa fabrication est rassemblé sur le pont. C'est à ce moment qu'une lumière est apparue sur l'arrière. Les équipiers restés calmes jusqu'alors bondissent, imaginant déjà une récupération immédiate. Une fusée parachute est tirée et le skipper établit un contact radio avec le Val-de-Loire des Brittany Ferries, effectuant la liaison Plymouth-Santander. L'ami, en fuite sans gouvernail depuis la veille, a parcouru 160 milles en 18 heures. L'arrivée du ferry près du voilier désemparé met le skipper dans l'obligation de prendre une décision sans retour. La nécessité de sauver la vie de son équipage plaide en faveur de l'abandon du voilier. Il est impossible pour Marc, épuisé, d'imaginer rester seul à bord pour tenter de sauver son bateau. À l'approche du ferry, il faut donc se préparer à transborder tout le monde et se résigner à abandonner l'ami. Grâce à ses propulseurs d'étrave, le ferry arrive à manœuvrer très précisément et très lentement pour approcher au vent du voilier. Dans la dernière phase d'approche, l'ami est heurté vers l'arrière et oblique à 90 degrés vers la porte, située 3 mètres au-dessus de la flottaison du ferry où les hommes d'équipage s'apprêtent à récupérer les plaisanciers. Les marins envoient une haussière. Le skipper l'amarre sur le taquet à l'avant du voilier qui, à plusieurs reprises, heurte violemment la coque du ferry. La manœuvre de récupération de l'équipage est simple mais très dangereuse. Elle consiste à récupérer une sangle munie d'un mousqueton, jetée de la porte latérale du ferry, de la passer sous les aisselles, puis d'attendre que le bateau soit propulsé sur le sommet d'une vague, s'élancer dans le vide, propulsé par le skipper, les matelots allant à toute vitesse pour les récupérer avant qu'ils soient écrasés entre les deux coques. Quand vient son tour, sans personne pour le lancer depuis le pont, Marc ne peut compter que sur l'énergie des hommes du ferry qui parviennent à le hisser avant que le ketch ne vienne une fois de plus percuter la coque du ferry. L'amarre qui retenait l'ami est coupée. Marc le voit disparaître dans la nuit, le cœur serré. Dans sa main, il a la photo de son épouse arrachée au dernier moment dans le carré. C'est le dernier souvenir du ketch qui lui reste. Tout a disparu avec le voilier dans lequel il avait placé tant de rêves et d'espoir. Allez les amis, il est maintenant temps de faire le bilan de cette histoire. Alors, quelle est la conclusion du bureau enquête accident ? D'une part, les 2 jours de retard pris par l'ami pour réparer le moteur n'a pas été sans conséquence sur ce drame. En effet, s'il était parti dans les temps, il aurait été dans la bonne fenêtre météo et sa traversée se serait fait sans encombre, il aurait été déjà bien loin au moment où la dépression touchait le golfe de Gascogne. La sagesse aurait voulu qu'ils attendent la prochaine fenêtre météo. Mais le fait que ses équipiers aient un temps limité à bord, qu'ils devaient rentrer chez eux, le fait également que son épouse l'attendait aux Canaries, fait que, se sentant limités par le temps, ils n'ont pas attendu la prochaine fenêtre et sont partis directement. Alors, une autre erreur, c'est l'excès de confiance de Marc dans son bateau. En effet, son bateau était parfaitement équipé, c'est un bateau très sûr avec lequel il avait déjà traversé pas mal de coups de vent, mais il faut savoir qu'à partir de force 9, on n'est absolument pas à l'abri de gros pépins, qui soient physiques, il y avait quand même la vie de son équipage et la sienne en jeu, et on voit que pour le bateau même, dans les gros coups de vent, alors que ses hublots avaient toujours été étanches, là il s'est retrouvé avec des fuites, des hublots éclatés, des capots de pont arrachés. Enfin, on voit que là c'était vraiment des conditions extrêmes et que peut-être cet excès de confiance l'a amené à cette situation et qu'il aurait peut-être été beaucoup plus judicieux d'attendre pour la sécurité de son bateau et de son équipage. Toutefois, le calme du skipper et de l'équipage ont permis de gérer au mieux cette tempête. Il faut noter également que le fait qu'une batterie ait été surélevée et alimentée de façon indépendante par des panneaux solaires ont permis à tout moment de garder la VHF et le GPS opérationnel, ce qui leur a permis bien sûr de contacter le ferry dans ce cas-là et d'avoir une position précise en permanence. On voit également que s'il avait fallu abandonner le bateau, il aurait été difficile, voire impossible, avec des creux de 15 mètres, d'embarquer ni même de survivre dans le canot de sauvetage. Il faut rappeler qu'il est important d'attendre le dernier moment pour quitter le bateau. Le bateau, dans
très nombreux cas, continuent à flotter même quand tout vous paraît s'écrouler autour de vous. Le bateau, on le retrouve très souvent quelque part en train de flotter. Donc pensez-y, restez à bord, sauf si bien sûr vous avez une côte très proche avec des rochers sur lesquels vous risquez de vous écraser, s'il y a un incendie à bord ou si vous avez de l'eau jusqu'au cou. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. Attendez d'être debout sur les barres de flèche et d'avoir de l'eau jusqu'au cou avant de quitter le bateau. On voit dans notre histoire que l'ami, bien que blessé, flottait encore très bien. Et c'est seulement les coups répétés lors de la récupération de l'équipage par le ferry qui a entraîné sa perte. Voilà les amis, cette histoire est terminée. Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Également, vous envoyez beaucoup de commentaires et n'hésitez pas à continuer car c'est grâce à ces commentaires qu'on peut s'améliorer et puis cette chaîne, j'aimerais aussi qu'elle vous appartienne. Donc n'hésitez pas à commenter, donnez-moi des idées. S'il vous est arrivé quelque chose en mer qui pourrait enrichir notre communauté, n'hésitez pas à m'en faire part. Il serait tout à fait possible d'en faire une histoire. Voilà, donc je vous dis, si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite bon vent et à bientôt.